Je me souviens. Je me souviens, c'est la devise de Québec. Et ce drapeau à fleur de lys qui claque au vent venu du Saint-Laurent est celui de la belle province. Jacques Cartier, en 1534, prend possession du territoire au nom de François Ier et plante une croix de 30 pieds de haut sur laquelle nous mîmes, écrit-il, un écusson à 3 fleurs de lys et dessus un écriteau en bois où il y avait « Vive le roi de France ». Parti de Saint-Malo quelques mois plus tôt, il avait touché la terre d'Amérique à Gaspé et y avait planté sa croix. Venus avec lui, et après lui, colons et missionnaires s'enfoncent à l'intérieur des terres. Plus tard, les établissements français, ici Miramichi, se font plus nombreux et des négociants s'y établissent pour le commerce des fourrures. Le 3 juillet 1608, Samuel de Champlain, venu de Honfleur, débarque au pied du cap sur lequel s'élève de nos jours la ville de Québec. C'est lui, sa volonté et son courage qui décident de la naissance de la ville et de son développement. Les fiacres désuets se donnent aujourd'hui rendez-vous au pied de sa statue qui domine le fleuve. Québec se souvient, et Québec prend bien garde de ne pas oublier ce que fut son épopée lors des guerres d'autrefois. Elle a su conserver le caractère et l'élégance des siècles passés et s'attache jour après jour à restaurer ses vieilles demeures et à reconstruire ses anciens quartiers. Et pour les Français de la France d'aujourd'hui, n'est-il pas touchant de retrouver dans le parler et dans les coutumes de leurs cousins du Canada les traditions et les caractères qui faisaient la solidité des Français de jadis. Mais revenons à l'histoire. La reine de France, Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, encourage les missionnaires partant convertir les Indiens. Cette évangélisation ne va pas sans mal et il faut beaucoup de courage aux premiers porteurs de la croix en Nouvelle-France. Avec eux, quelques femmes admirables, Ursuline comme Marie de l'Incarnation ou Augustine comme Catherine de Saint-Augustin, fondent dans la nouvelle colonie couvents, hôpitaux et écoles. Elles vivent simplement et généralement un grand coffre de marine leur sert pour ranger leurs vêtements et leurs livres de piété. Peu à peu, leurs établissements prennent de l'importance et avec l'arrivée de nouveaux colons, la vie de la communauté s'organise. Monseigneur de Laval, dont le statut domine une place de la ville, donne une impulsion déterminante au développement de Québec. Son évêché s'étend du Pacifique au golfe du Mexique. En 1617, le premier paysan du Québec, un Parisien, apothicaire de profession, Louis Hébert, construit une maison de pierre pour abriter les siens et son bétail. Maison cossue, maison d'autrefois. De l'ancien château Saint-Louis qui défend la ville, il subsiste cette croix de l'ordre des chevaliers de Malte auquel appartenait le constructeur du château, Charles de Montmagny. La basse ville était protégée par une muraille dont subsistent des vestiges tout près du vieux quartier. Ici, la batterie royale armée de 10 canons qui empêcha en 1759 les navires anglais d'accoster. La ville grandit peu à peu. En 1608, 31 habitants. En 1631, 101. En 1690, 1500. En 1720, environ 10 000.
Mais sa croissance est contrée par la guerre sans cesse recommencée entre la France et l'Angleterre, qui a, bien entendu, des répercussions profondes en Nouvelle-France. Privée de liaison avec la France, l'Angleterre étant maîtresse des mers, ne recevant que de rares renforts en hommes et en armes, les colons de Québec doivent sans cesse guerroyer pour conserver le fruit de leur travail et de ce qu'ils avaient construit au Nouveau Monde. Le quartier de la Place Royale a conservé son cachet d'autrefois. L'église Notre-Dame-des-Victoires, dont le nom rappelle 2 victoires françaises contre Phipps en 1690 et contre Walker en 1711, fut construite sur le site même où se trouvait l'habitation, premier établissement édifié par Champlain à son arrivée. Chaque nouvelle guerre rendait la situation des Français au Canada plus précaire. En dépit de trésors de courage et d'audace, et bien qu'ils aient inquiété les Anglais et remporté de nombreuses victoires, leur situation devenait de plus en plus difficile face aux armées envoyées d'Angleterre et des colonies anglaises d'Amérique. Au printemps de 1759, une armée anglaise commandée par James Wolfe, comprenant 60 000 hommes, soldats et marins et près de 2000 canons, transportés par 43 vaisseaux, approche de Québec. Le marquis de Montcalm commande les troupes françaises, 15 000 hommes. 1 contre 4, il met aussitôt la ville en état de défense. Remontant le Saint-Laurent, la force anglaise prend pied face à Québec sur les hauteurs de la pointe Lévis et y installe de l'artillerie. Montcalm est un brillant soldat qui a déjà fait ses preuves sur les champs de bataille d'Europe et d'Amérique. Il a remporté ici quelques retentissantes victoires. Oswego, Carillon. Et malgré l'écrasante supériorité de l'adversaire, il est décidé à mener le combat sans esprit de défaite. Il vécut ici, dans cette maison, sur les remparts surplombant le fleuve, les derniers mois de sa vie. Le 13 juillet 1759, les batteries anglaises de la pointe Lévis commencent à bombarder Québec. Certains navires de l'assaillant en profitent pour doubler le cap, prenant ainsi la ville entre deux feux. Le bombardement continue jour après jour et les ruines s'entassent dans la ville. Le 31 juillet, sous la protection de leurs batteries et de leurs navires, les Anglais se jettent à l'assaut des retranchements français à Beauport, en aval de Québec. Commandés par Montcalm lui-même et par Lévis, les Français repoussent victorieusement l'attaque de l'ennemi, qui laisse sur le terrain plusieurs centaines de morts et de blessés. Le mois d'août se passe dans l'attente. Et dans la nuit du 12 au 13 septembre, les Anglais débarquent par surprise au pied des plaines d'Abraham,
prenant ainsi à revers le dispositif français. De nos jours, des combats plus pacifiques se déroulent sur le champ de bataille où se joua le destin du Canada français. Au petit jour, 5000 soldats anglais sont rangés en bataille. Montcalm accourt avec les quelques troupes qu'il peut rameuter. Dès le début du combat, Wolfe est mortellement atteint. Montcalm, qui cherche à rallier ses troupes, est blessé à son tour. Il expirera le 14 septembre, au lever du jour. Il repose dans l'église des Ursulines, au cœur de cette ville qu'il avait défendue jusqu'à la mort. Un monument face au fleuve commémore la mort des deux héros, Montcalm le français, Wolfe l'anglais. La capitulation de la ville fut vraisemblablement signée ici le 17 septembre. Rassemblant les dernières forces restant à sa disposition, Lévis vient attaquer Murray, successeur de Wolfe, sous les murs de Québec. Il remporta Sainte-Foy la dernière victoire, le 17 mai 1760, mais privé de renforts et de munitions, il doit se replier sur Montréal. Le 10 février 1763, le traité de Paris consacre la perte du Canada pour la France. Sur le socle de la statue de Champlain, ces quelques mots, je me souviens.